Julie Picard, bonjour, bienvenue avec nous, une habituée maintenant. Bon matin. Donc, Julie, aujourd'hui, on va aborder les jeunes. C'est une capsule pour les jeunes bancarisés. On va commencer par spécifier que notre objectif au niveau de Femmes Finance Fitness, c'est d'outiller les femmes à prendre de meilleures décisions financières. Dans le fond, on les influence à prendre soin de leur santé physique avant tout, santé mentale, et ensuite la santé financière. Puis pour parler de santé financière, il y a aussi nos jeunes, des fois qu'on est obligé d'accompagner. Quand on parle de jeunes bancarisés. Juste nous donner, c'est quoi la définition de jeunes présentement au niveau des institutions financières? Je dirais que les jeunes sont, bien sûr, on a toujours les 18 ans et moins, mais dans la capsule aujourd'hui, moi, s'adresser beaucoup aux gens de 18 ans à 30 ans. Bon, on dit peut-être jusqu'à 35 ans, mais aujourd'hui, là, c'est vraiment le groupe d'âge qu'on va aller cibler. Donc, c'est jeunes qui n'ont pas nécessairement eu d'éducation financière à l'école, donc qui arrivent sur le marché du travail, ouvrent un compte et des fois, les habitudes de crédit ont un impact sur la cote de crédit, puis des fois, ça n'a pas nécessairement. Donc, c'est vraiment eux avec qui on va s'adresser aujourd'hui. Bien, c'est vrai, hein? Dans le métier, on voit tout de suite la différence entre les jeunes adultes qui ont eu accès jeunes à de l'éducation financière versus les enfants, les jeunes justement qui n'ont pas eu cet accompagnement-là de leurs parents, qui n'ont pas eu l'éducation, je pense en secondaire 2, dans mon temps, en tout cas, il y avait de l'économie familiale, où est-ce qu'on apprenait comment gérer un budget, on apprenait comment gérer ses comptes en tant que tel. Je pense que ça a été un peu mis de côté et on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes qui ont pratiquement peu de notions en finance, des jeunes qui ne savent pas comment épargner, ne savent pas comment prendre soin de leurs finances. Comment on aide ces jeunes-là justement présentement dans les institutions financières? Oui, donc on a aussi un groupe, peut-être qu'on va aussi, je suis sûre qu'il y en a qui vont être sur la ligne, les jeunes 18-30 ans, aussi qui viennent d'arriver au Québec. Donc, le système bancaire aussi. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, je pense que ça va regrouper plusieurs personnes parce que j'en ai vécu la semaine dernière, justement, que cette éducation-là financière, donc comment ça fonctionne ici. Donc, comment qu'on les aide? Bien, c'est souvent quand il y a des visites dans l'école ou quand les jeunes viennent voir les conseillers, soit chez Desjardins ou peu importe l'institution financière, souvent la première approche, ça va être des éduquer, donc à savoir, bien, leur crédit, comment c'est utilisé, et on le va voir tout de suite avec l'utilisation du bureau de crédit. C'est super simple l'image. Le jeune, souvent, débute avec quoi? Un cellulaire. C'est le fun, j'ai un cellulaire, ben, faut que je le paye, je paye 2 jours plus tard, c'est pas grave pour vous que je le paye. Mais déjà là, on voit l'impact du retard du paiement. Et là, c'est là qu'on va commencer à éduquer nos jeunes pour dire, ben, tout l'impact de chacun des crédits qu'on a sur notre code de crédit qui a un impact à plus long terme, court, moyen, long terme aussi, selon les projets du jeune qui veut peut-être s'acheter une maison dans 5 ans. Mais on va tout de suite les ramener pour les éduquer, pour bien gérer le crédit, se créer des fonds d'urgence. C'est important. On est jeunes, c'est le fun, on a un peu d'argent, on a le goût de fêter, on a le goût d'avoir beaucoup de plaisir, mais notre rôle en tant que conseiller en finances personnelles ou peu importe le titre dans les institutions financières, c'est d'éduquer ces jeunes-là pour dire, ben, tu sais, ta vie commence, c'est le fun, mais on va regarder tout de suite comment tu utilises ton crédit puis comment on peut t'aider à épargner pour tes projets parce qu'on peut avoir 18 ans, 25, 30 ans. On a tous des projets différents. Donc, nous, on est là pour aider et les accompagner puis répondre aux questions par la suite parce que des fois, oui, il y a un rendez-vous, mais par la suite, on les accompagne tout au long de leur vie financière qui se poursuit après l'âge de 30 ans aussi. Bien, justement, c'est un très bon point. Il y a un parent qui posait la question à savoir comment inciter les jeunes à économiser. Je sais qu'il y a des outils qui existent en ce moment. C'est encore beaucoup plus simple hein, d'économiser parce que les jeunes ont accès à des applications. C'est beaucoup plus simple. Quel est le meilleur conseil à donner à un jeune pour commencer à épargner en ce moment?
Tu avais raison, maintenant, avec les institutions financières, on a tout un site Internet où ce qu'on peut épargner. Il y a on le voit même à la TV, des hop épargne, on clique, on économise. Ce qu'on dit, c'est tout de suite s'habituer le plus tôt possible de faire un versement périodique, soit vers une épargne stable, vers une épargne à terme. Donc, ça se prend automatiquement dans le compte. Souvent, c'est le faire soi-même, de mettre un argent puis le mettre de côté. C'est un peu plus dur. Mais quand ça se prend automatiquement, c'est systématique. Exemple, un 10 par semaine, un 25 aux 2 semaines. Ça se prend dans le compte et ça se place. Faut commencer. Quel est le minimum, justement, pour un virement automatique en ce moment pour un jeune? Tout dépendant le type de véhicule de placement, si on dit on va juste mettre dans une épargne stable, on va barrer, parce que sinon, si c'est disponible, on le prend puis on veut partir sur l'affaire. On peut mettre un montant 5 10 par semaine. Ensuite, il y a des types de placements. On a une panoplie de placements, des épargnes à terme ouverts, des épargnes à terme fermées, des PGLM. Il y a des fonds. Donc ça, avec le conseiller et selon le projet, on est capable d'établir quel montant minimum pour chacun des projets. Donc, plutôt qu'on commence, même si c'est une petite somme, vous créez déjà de l'habitude d'économiser puis d'avoir un fonds d'urgence. Même si on est très tôt dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Donc, plutôt, on peut commencer. On dit habituellement, là, pour avoir une bonne habitude, de mettre environ 10 de son salaire. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais ça permet justement, s'il y a quoi que ce soit une problématique, donc il y a le fonds d'urgence, ça se crée et à plus long terme, les gens sont habitués de le faire et ils accumulent avec le temps de l'argent. Des fois, ça peut perdre, on ne peut pas y toucher. Hein. Quand on parle de REER, c'est un produit qui est comme à très long terme, mais qui peut être utilisé dans certains projets. Mais plutôt qu'on commence, plutôt que c'est fait. Et on dit aussi d'inclure l'épargne dans le budget. Donc, le budget, encore une chose, sur Internet, il y a plein d'outils disponibles pour créer des budgets. Donc, quand on inclut l'épargne dans le budget, on sait déjà que cet argent-là va être mis de côté. Donc, et là, on sait combien qu'on a dans nos poches pour pouvoir justement aller faire d'autres projets, aller souper au restaurant et ça se fait automatiquement. Et voilà. Donc, c'est des conseils assez larges, mais importants. Mais très, très bon truc. Dans le fond, quelqu'un qui s'habitue à mettre 10 de son épargne périodique, parce que si on a une paye à toutes les semaines, c'est à toutes les semaines. Si c'est aux 2 semaines, ça peut s'adapter justement à notre rythme, nos habitudes et tout ce qu'on a à faire tout au long de notre vie de travailleur, c'est d'augmenter cette partie d'épargne-là. Donc, c'est vraiment un très, 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 très bon point. Une autre des questions qu'on nous a posées, c'est quelles sont les mesures d'allègement qui sont présentement disponibles pour les jeunes? Oui. Donc, les mesures d'allègement selon l'institution financière, mais pour les jeunes spécifiquement, tout d'abord, il y a eu le report des paiements pour tout ce qui était prêt étudiant. Donc, avec le gouvernement a pris automatiquement, donc, il y a eu un report de paiement pour 6 mois. Donc, ceux qui payaient leur prêt étudiant, il y a un report. Et par la suite, donc, selon l'étudiant, puis la détention, parce que ça se peut qu'il y ait un jeune de 25 ans qui a déjà une maison et d'autres à 25 ans ont des crédits, exemple, pour étudiants. Donc là, je vous invite vraiment à communiquer avec votre institution financière pour voir qu'est-ce qui répond à vos besoins. Exemple, les marges de crédit étudiantes qui sont faites en institution financière, même chose, on peut reporter. Carte de crédit étudiante, on peut aussi reporter. Donc, le conseiller peut faire avec vous la liste des crédits et qu'est-ce qui peut être fait. Mais je vous dirais que globalement, tout ce qui est marge de crédit, prêt, carte de crédit, donc les reports peuvent être effectués. Et il y a aussi des taux d'intérêt plus bas sur certaines cartes de crédit. Donc, il faut communiquer avec les fournisseurs. Des fois, c'est un petit peu de travail parce qu'il faut quand même communiquer. Ça ne se fait peut-être pas automatiquement, mais ça vaut la peine de le faire parce qu'on vit un moment quand même assez difficile. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est important. Il faut continuer à gérer notre crédit, surtout en temps de crise. Pourquoi? Parce que si on a des retards ou si on ne paye pas, le bureau de crédit, lui, il n'est pas en pause, hein, il continue. Donc, tout ce qui est retard, non-paiement, mais s'accumule sur votre bureau de crédit, puis ça peut attacher votre bureau de crédit pour plusieurs années. Donc, super important de prendre un temps d'arrêt et de parler avec son conseiller puis voir les options qui sont disponibles. C'est un très bon point. Hein. Des fois, on pense que parce qu'on a seulement une carte de crédit, parce qu'on est étudiant, que ça a peu d'impact. C'est quand même 7 ans au bureau de crédit. Donc, si on prend la peine de s'informer, ça peut vraiment sauver de plusieurs années de labeur à essayer de gérer ou de rétablir son dossier de crédit. Donc, c'est vraiment des très bons points à savoir. Donc, les étudiants, il y a des moyens qui sont mis en place. Les étudiants, quand ils vont dans des institutions financières, ils sont à la relève. Hein. Il y a quand même des conseillers. Des fois, j'entends « Ah ben, j'ai personne d'attitré à moi, donc mon compte n'est pas assez important. »
Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place pour aider la relève, pour les préparer, pour les outiller. Puis il suffit de poser les questions. Puis on le disait lors de la dernière capsule, si jamais le jeune sent qu'il n'y a pas d'écoute ou que le parent sent qu'il n'y a pas d'accompagnement, il y a toujours moyen de communiquer avec quelqu'un à l'institution financière qui va avoir une écoute quand même. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit, hein, si on parle à un conseiller, qu'on n'a pas l'impression d'être écouté ou qu'on n'a pas tout à fait saisi ou on n'a pas eu la sensation qu'on a été compris, comme mentionné dans la capsule, il y a les gestionnaires, les directeurs de succursales qui sont là. Levez la main. Donc, c'est important de lever la main. Très honnêtement, souvent les conseillers avec qui nos jeunes vont parler, mais c'est souvent des jeunes conseillers qui débutent leur carrière. Donc, des fois, il faut qu'on les accompagne dans la façon d'accompagner les jeunes, peut-être même du même âge. Gênez-vous pas, demandez à appeler, à parler à quelqu'un de plus haut. Ça va nous faire plaisir et on va trouver des solutions pour vous, là, pour bien vous accompagner dans cette période un peu difficile actuellement. Parfait. Les autres questions qu'on a, je pense qu'on en a parlé un peu comment fonctionnent les prêts étudiants. On a parlé qu'il y a moyen de reporter certains paiements. Chaque cas est étudié de façon individuelle, mais il y a quand même des outils ou une écoute pour les prêts étudiants. Ensuite, on a parlé des allègements. On a parlé d'accumulation d'épargne. Comme spécialiste de la finance, tiens, parce que là, on a couvert quand même l'ensemble des questions. Comme spécialiste de la finance, c'est quoi le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un jeune en 2020? Oui, moi je dirais, on n'en parle pas beaucoup de finances, de la gestion de son crédit. Moi, je dirais, le meilleur conseil, c'est peut-être de prendre le temps d'aller rencontrer un conseiller ou consulter sur les sites. Des fois, il y a tellement d'informations. Même nous, on les consulte. Des fois, il y a tellement des beaux outils pour le budget, tout ce qui s'offre pour les jeunes, pour parler de sa situation actuelle, mais aussi de ses projets. On a des plans financiers jeunesse. Les plans financiers jeunesse, c'est pour prévoir avec le jeune, justement, mais dans les prochaines années, court, moyen, long terme, c'est quoi tes projets? Ben, court terme, c'est l'école. Moyen terme, ben, je vais m'acheter une voiture. Et long terme, ben, moi, j'aimerais ça à 30 ans acheter une maison. Mais ça va pouvoir permettre justement de faire un plan pour l'accumulation, mais aussi la gestion du crédit. Le crédit, il est facile d'accès. Hein? C'est facile, puis surtout pour les jeunes, souvent, ben, je prends une carte de crédit, on m'offre un cadeau, ben, celle-là aussi, on m'offre un cadeau, puis là, le crédit s'accumule, 1, 2, 3 cartes de crédit, marge de crédit étudiante. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, qu'il est important de gérer, parce que qu'est-ce que vous faites dès le début de votre vie financière, mais ça reste à votre bureau de crédit, comme tu l'as mentionné, 7 ans. Donc, par la suite, quand vous allez faire des emprunts un peu plus sérieux, exemple, on parle de maison, le prêteur va regarder votre bureau de crédit et va regarder vos habitudes de paiement. Donc, comment vous respectez vos engagements. Et il est plus facile de faire descendre une cote de crédit par l'utilisation élevée, par le nombre de cartes de crédit, que le remonter. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les soldes. Il faut respecter des délais, donc c'est plus difficile, c'est plus long à remonter et ça peut prendre un certain temps. Donc, dès le départ, avec un plan, avec une discussion avec votre conseiller, vous allez pouvoir bien partir du bon pied votre vie financière et prévoir les prochaines années. Des fois, à 18 ans, 20 ans, c'est un peu jeune pour prévoir à plus long terme, mais des fois, ça permet juste d'avoir un horizon et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au cours des prochaines années. Parfait. Avant de poser ma prochaine question, les gens en ligne, si vous avez des questions, juste l'écrire en commentaire. Donc, je vais pouvoir adresser la question à Mme Picard. Au début de la présentation, on a parlé de nouveaux arrivants. Ça ouvre la porte à parler de communauté culturelle. La gestion du crédit est quand même assez vaste. Et dépendamment des communautés culturelles, ben, il y a des communautés où est-ce qu'on parle très peu d'argent, on parle très peu de finances. Il y a même des communautés pour qui les emprunts, on n'encourage pas les emprunts. Donc, on fait beaucoup d'activités avec de l'argent en liquide et on peut aussi s'imaginer les impacts que ça peut avoir à long terme. Qu'est-ce qui est disponible justement pour les communautés culturelles en termes d'éducation financière dans les institutions?
Je dirais que c'est beaucoup la même chose que pour nos jeunes. On doit commencer à neuf. On en voit souvent qui arrivent, mais souvent la même chose. Hein. On a une carte de crédit, on a le cellulaire et on voit le retard au niveau de la date de paiement, des fonds ne payent pas au complet ou quoi que ce soit. Donc, je vous dirais c'est la même éducation, c'est qu'il faut voir, quelle est l'habitude financière dans son pays versus au Canada et au Québec et d'aller expliquer, mais c'est quoi la différence? Parce qu'un nouvel arrivant, son bureau de crédit commence à zéro aussi. Hein. Il arrive ici. Peu importe l'âge, effectivement, peu importe l'âge. Oui. Un immigrant, une personne de communauté culturelle qui arrive au Québec repart à zéro exactement comme le jeune de 18 ans. Tout à fait, tout à fait. Puis des fois, les gens font comme, non, dans mon pays, ça allait super bien. Oui, mais nous, on ne va pas chercher le bureau de crédit du pays. On prend le bureau de crédit qui a été créé depuis l'arrivée au Canada. Donc, des fois, on fait comme on fait la même chose. On fait comme attention à la gestion de vos cartes de crédit, attention aux dates de paiement, la fluctuation. Tu sais, il y a des trucs pour bien gérer son crédit. Donc, la même chose, je vous dirais, c'est la même chose parce qu'on fait la même éducation financière. C'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par fluctuation? La fluctuation, qu'est-ce qu'on parle de fluctuation? C'est lorsqu'on a des cartes de crédit, marge de crédit, on dit, il faut les faire fluctuer. Donc, à chaque mois, normalement, quand on a du crédit, on devrait se dire, on a 1 à 2 cartes de crédit. On ne devrait pas en avoir 4, 5. Donc, pour pouvoir... Oui, c'est ça. 1 à 2 cartes de crédit. Et on dit, on devrait être capable de payer les sols à chaque mois. Hein? C'est qu'est-ce qu'on dit? C'est sûr que des fois, on a des projets aux corrections normales et on devrait les faire fluctuer. C'est-à-dire quoi? Mais on devrait les payer, les faire descendre, les utiliser, les payer, donc les remettre à zéro. Fluctuer, c'est le sol qui bouge de mois en mois. La marge de crédit, c'est le meilleur exemple. Marge de crédit, on dit qu'une utilisation moyenne est à 75. Ça veut dire quoi? J'utilise ma marge, protection contre découvert, puis je paye. Donc, ça fluctue. Une bonne fluctuation, ça démontre au prêteur qu'on respecte notre engagement et qu'on ne top pas les limites à 100 %. Donc, quand on regarde un bureau de crédit, marge de crédit topée à 100 %, carte de crédit topée à 100 %, ça a l'image que la personne, au niveau de la gestion de son crédit, elle est déficiente. Et là, on va tomber dans l'éducation financière et on va justement parler des impacts sur le bureau de crédit. Donc, la cote descend. Pourquoi? Parce que tout est topé et tout est utilisé à 100 % puis il n'y a pas de fluctuation. Donc, ça a vraiment un impact important. En fait. On peut utiliser des cartes de crédit, mais il faut les utiliser de façon intelligente et les faire bouger. Un autre terme qui est ressorti de l'échange, c'est protection contre découvert. Comment on peut l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé? Parfait. La protection contre découvert, selon l'institution financière, c'est un peu différent comme terme, parce que je voyais avec Desjardins, puisque c'est plus mon domaine. Donc, la marge de crédit, on l'appelle souvent pour la protection contre découvert. Donc, quelqu'un qui a un compte chèque, dépôt de paye. Parfois, le dépôt de paye est aux 2 semaines, et le loyer passe le premier du mois. Donc, le chèque n'a pas eu le temps de déposer de l'employeur. Donc, le chèque peut passer du loyer. Donc, la marge de crédit va venir pallier. Donc, on va chercher l'argent sur la marge de crédit. Puis, lorsque la paie rentre, on va les rembourser. Donc, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chèque NSF, c'est un terme, hein, donc c'est-à-dire un chèque sans fonds. J'ai fait mon chèque de loyer, mais ma paie rentre une semaine plus tard, le chèque est revenu sans fonds. Donc, la marge de crédit, on appelle souvent ça une protection contre découvert. Il y a aussi des cartes de crédit qui l'offrent. Donc, les cartes de crédit sont jumelées au compte, qui fait en sorte que la personne n'a pas de chèque NSF, mais toujours dans une bonne gestion. Donc, il faut rembourser, bien sûr, l'utilisation du crédit. Donc, voilà. Fait qu'en gros, c'est comme ça. Donc, surtout dans une période comme on connaît aujourd'hui, peut-être important d'aller voir comment sont codés vos crédits de façon à utiliser au maximum le crédit pour maintenir une bonne cote. Donc, il y a moyen de relier son compte bancaire, soit à une carte de crédit ou une marge de crédit pour venir se protéger contre les découvertes possibles. Oui, tout à fait. Parfait. Je pense que j'ai trouvé que c'était quand même très instructif, surtout pour les gens de communauté qui arrivent. C'est quelque chose qu'on voit souvent, où est-ce que les gens ne savent pas trop comment gérer le crédit ou pensent gérer leur crédit exactement comme dans leur pays d'origine, alors que c'est complètement différent ici. Donc, c'est important de prendre le recul puis de s'assurer d'aller chercher une éducation financière auprès de son institution financière. C'est aussi le rôle du conseiller, mais il faut aussi le demander, hein, comme consommateur ou comme client d'une institution financière.
peu importe son portefeuille, c'est important d'aller chercher les informations pour savoir comment fonctionne la carte de crédit, comment fonctionne la marge de crédit. Ne pas hésiter à reposer des questions, lire les documents, mais retourner auprès des institutions financières. Oui, tout à fait. Donc, puis si ça ne fonctionne pas ou vous avez pas la réponse que vous voulez, il ne faut vraiment pas hésiter à aller plus loin, à poser un petit peu plus de questions. Donc, merci beaucoup, Julie Picard. C'est Mais ça toujours fait très plaisir. agréable. Je vois une question rentrer. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Je vois bonjour. Est-ce que c'est mauvais d'avoir plusieurs cartes de crédit, même si on paie tout à la fin du mois et certaines restent à zéro pour parfois des années? On utilise en cas de besoin. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs cartes de crédit? Je pense qu'on l'a effleuré, mais si vous voulez répondre à cette question. Oui, moi je dis normalement, carte de crédit, au moins 2. Pourquoi? Tu sais, souvent on parle de Visa, Mastercard, il y a d'autres fournisseurs. Des fois, ça peut arriver, exemple, que Visa n'est pas accepté dans un marchand. Donc, Visa, Mastercard nous permet d'avoir au moins de la tranquillité pour le paiement. Plusieurs cartes de crédit, on va évaluer justement parce que oui, plus qu'on a du crédit, ça a quand même un impact sur la cote de crédit par rapport au nombre de crédits ouverts sur le bureau de crédit. Je vous dirais que si à travers ça, vous en avez 4, 5, moi, je vous dirais peut-être de réduire 2, 3. Des fois, on veut être sécure, hein, on veut en avoir plusieurs et les faire fermer. Donc, au niveau du bureau de crédit, ça va apparaître. Donc, fermé par le consommateur. Donc, c'est des crédits non utilisés. La recommandation, oui, était d'enfermer, surtout si vous en avez 5, 6, 7. Des fois, on a aussi avec des magasins ou quoi que ce soit, dès l'utilisation. Donc, le but, c'est de dire, c'est sûr qu'ils sont aussi payés. Hein. Quand c'est payé, on dit, ils sont payés, mais ça reste au bureau de crédit, puis on voit le crédit ouvert. Donc, en tant que prêteur, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, oui, ils sont à zéro, mais ils sont disponibles pour être utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Que ça se pourrait même qu'un prêteur vous demande de fermer quelques-unes pour vous dire, juste pour s'assurer que le crédit va être encore bien géré. Donc, tant que c'est bien payé, moins de soucis, mais pour réduire, moi, je vous conseille peut-être un 2, 3 cartes de crédit. Des fois, on aime ça être sécurisé. Puis surtout actuellement, le mode de paiement est tout par carte de crédit ou par carte de débit. On ne paye plus comptant. Fait qu'on aime bien avoir nos crédits avec nous, mais de réduire au minimum de ce qu'on a vraiment besoin. Un autre élément qui est rarement, en tout cas, je vois rarement l'utilisation ou on me pose rarement la question, c'est les formes de protection qui sont offertes sur les cartes de crédit. Plusieurs cartes de crédit, puis je pense que ça va être ouvert encore plus après la crise qu'on est en train de vivre, offrent la protection perte d'emploi, par exemple, la protection pour invalidité. Ce sont des protections qui coûtent très, très cher, mais qui peuvent quand même aider dans des cas où est-ce que justement il y a une perte d'emploi ou une invalidité. Est-ce que c'est courant que les gens acceptent ces types de protection? Je dirais en généralement non. Tout ce qui est protection, assurance vie, assurance invalidité, l'assurance, donc accident ou quoi que ce soit, on parle de la carte de crédit, mais là aussi sur les prêts. Donc les marges de crédit étudiantes, sur les prêts hypothécaires. Quand les conseillers parlent d'assurance, c'est comme parler d'assurance, hein, c'est comme parler malheureusement de la mort. Puis souvent les gens sont moins à l'aise. Ça, il ne faut pas se gêner de voir quelle est la meilleure protection pour soi, que ce soit sur le prêt, ça peut être une assurance individuelle adaptée à votre situation. Et souvent, on pense l'assurance, je la prends, puis c'est fini une fois. L'assurance aussi, il faut que ce soit revu. Actuellement, j'ai 30 ans, ma situation, elle est X, je viens d'acheter une maison, j'ai un jeune enfant, et 50 ans, c'est pas la même situation. Donc, il faut faire évaluer aussi son besoin d'assurance, mais c'est pas super populaire de parler d'assurance et de protection, alors que quand il y a des situations difficiles, on est tellement content de l'avoir et à voir parce que c'est un stress financier de moins que les gens ont à sachant qu'ils ont de l'assurance avec soit une carte de crédit, soit sur un prêt ou soit de façon individuelle. Ça fera peut-être l'objet d'une autre capsule, mais Julie, je trouve super important justement de parler de protection, surtout pour les locataires, la protection des biens. J'ai vu vraiment plusieurs situations où est-ce que les gens se sont retrouvés devant rien, alors que peut-être un 30-35 $ par mois aurait permis d'être pris en charge, relocalisé, puis avoir accès à nouveau à ces biens. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'on va couvrir. Je sais que dans le cadre de notre prochaine chronique de capsule financière, on va parler de perte d'emploi. Donc, on va laisser la place à un petit peu plus d'informations. Merci beaucoup pour cette séance
très intéressant à mes yeux et je suis convaincue que plusieurs pourront ressortir avec beaucoup plus d'outils pour prendre de meilleures décisions financières. Alors, merci beaucoup, Julie Picard, et à très bientôt. À la prochaine! Merci.